Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la thématique des urgences vitales. En milieu hospitalier, nous devons être en capacité de maîtriser les urgences vitales. Donc dans ce petit topo, on va parler de plusieurs choses, on va définir ce que c'est une urgence vitale, on va parler de distinguo entre urgence vitale et urgence relative, on va parler des gestes qui sauvent, on va parler également de la procédure d'alerte. On va parler du chariot d'urgence et on va parler de toutes les formations et toutes les choses qu'on a mis en place pour justement maîtriser les urgences vitales. Alors, on va commencer par la petite définition. C'est parti. Donc, une urgence vitale, en fait, c'est une situation de détresse. Ça peut être une hémorragie sévère, un asthme grave, un choc anaphylactique, une obstruction des voies aériennes supérieures, où en fait la vie du patient va être en danger immédiat, faute de soins adaptés. Donc selon l'HAS, on va avoir différents items en fait qui vont réunir les urgences vitales, différents signes en fait cliniques qui attestent que le patient est en urgence vitale. Donc il va y avoir les signes neurologiques, le patient est en coma. On va avoir des signes respiratoires, donc soit le patient est vraiment ne respire plus, soit il présente un balancement thoraco-abdominal, une polypnée, une bradypnée majeure, soit on va avoir des signes circulatoires où vraiment on n'arrive plus à avoir de pression artérielle, ou alors la pression artérielle est effondrée, on n'a pas de pouls en proximal. Ce sont des signes qui vont mettre les soignants en alerte. L'urgence relative, elle, c'est une situation où l'état clinique du patient est grave aussi, mais il n'y a pas d'immédiateté en fait. Dans l'urgence relative, la vie du patient elle n'est pas en danger immédiat, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à tout instant, elle peut basculer en urgence vitale et donc le patient va nécessiter une surveillance particulière de son état clinique. Nous allons discuter maintenant des gestes qui sauvent. Alors, juste pour rappel, il y a plusieurs catégories. On peut faire face à des étouffements, à des hémorragies, à un état d'inconscience, inconscient qui respire, inconscient qui ne respire pas, et les malaises cardiaques. Voilà, ça ce sont les situations qui sont regroupées par l'HAS. Donc en cas d'étouffement, en fait, la première question c'est est-ce que je peux libérer les voies aériennes supérieures? Si le patient n'arrive plus du tout à tousser, on sait qu'on va devoir mettre les claques dans le dos et faire les compressions abdominales. Si nous faisons face à une hémorragie, est-ce qu'on peut comprimer la plaie? Voilà, et si oui, on comprime la plaie. J'en profite pour faire juste une petite aparté sur le garrot. Pour rappel, la pose du garrot, ça va engendrer l'amputation du patient. Donc c'est vraiment une situation de cas de force majeure. Et si jamais on est en contraint de poser un garrot, il faut garder à l'esprit que le garrot ne peut être retiré uniquement au bloc opératoire par un chirurgien. Donc voilà, parce que de temps en temps, j'entends des gens qui disent oui, si ça saigne, on met un garrot. Les gars, tranquille. Hein. Enfin, avant de dégainer le garrot, c'est que vraiment, on fait face à une situation de cas de force majeure. Et si jamais, malheureusement, on est contraint et forcé de mettre un garrot, la chose qu'il faut savoir, c'est que, mettons, l'heure à laquelle le garrot a été posé. Voilà. Parenthèse fermée. Si on fait face à un patient qui est inconscient, les premières questions de se poser, c'est est-ce que le patient respire? Si le patient respire, est-ce que les voies aériennes sont bien libérées? Et est-ce que du coup, voilà, on peut le mettre en position latérale de sécurité? Et si on est face à un patient qui est inconscient et qui ne respire pas, à ce moment-là, on sait qu'on va devoir débuter la réanimation cardio-pulmonaire. Enfin, la dernière situation qui est citée par l'HAS, ça va être le malaise cardiaque. Donc, un malaise cardiaque, on sait bien que le malaise cardiaque peut aboutir sur l'arrêt cardiaque et donc, voilà, situation de réanimation. Si on a un patient face à nous qui nous signale des douleurs thoraciques importantes, une sensation de dyspnée, une sensation il y a des sueurs profuses, un étau dans la poitrine, le premier réflexe à avoir, ça va être de questionner surtout le patient. Est-ce que vous avez déjà fait des problèmes cardiaques? Est-ce que vous avez des antécédents particuliers? Est-ce que ce soit antécédents médicaux, familiaux? Est-ce que vous avez des facteurs de risque?
En fait, c'est finalement de commencer à mener l'enquête pour pouvoir communiquer les bonnes informations au médecin qui va prendre le patient en charge. Parce que en fait, les urgences, comme ça, on se dit, bon, bah voilà, c'est facile, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est comme des Sherlock Holmes, où en fait, on mène une enquête dans laquelle il faut être ultra rapide, parce qu'en fait, plus on va être fort pour mener notre enquête et comprendre ce qui se passe en fonction de la situation, et plus du coup, on va être voilà, à même de mettre les bons gestes en place. Voilà, et donc du coup d'éviter des séquelles qui peuvent être irréversibles pour le patient, voire aboutir sur le décès. Voilà, donc c'est vraiment être en capacité d'analyser très rapidement la situation et du coup, en fonction du critère de gravité, de mettre en place les bons gestes qui sauvent. Ok, on fait face à une urgence vitale. Chaque établissement de santé doit avoir une procédure d'appel. Donc nous, dans notre établissement, on a un numéro dédié pour les urgences vitales qui est affiché dans tous les postes de soins, dans les bureaux des médecins, dans les salles de pause, au niveau des chariots d'urgence, et qui doit être connu de tous pour que, en cas de situation d'urgence vitale, on soit en capacité d'appeler tout de suite le bon numéro. Ce numéro-là, c'est un numéro qui est vraiment dédié pour les urgences vitales. Comme ça, le réanimateur ne va pas être pollué, en fait, par... pollué, je mets des guillemets, hein, mais il ne va pas être... j'ai le mot en anglais qui vient de disturber. Il ne va pas être perturbé, en fait, par des urgences qui seraient relatives. Voilà, on sait que cette ligne-là, c'est vraiment pour les urgences vitales. Lorsqu'on appelle, on va présenter la situation, qui on est, où est-ce qu'on se situe, quelle est la situation, pour que et on demande toujours avant de raccrocher, donc bonjour, je suis infirmière, je suis localisée au 7e étage dans telle chambre, je fais face à un arrêt cardio-respiratoire, on a commencé la réanimation cardio-pulmonaire, et le médecin va vous dire ok, bah j'arrive, vous pouvez raccrocher ou pas, parce que voilà, ça arrivait, j'ai entendu des anecdotes, pas dans notre établissement, mais qui disait voilà, en fait la personne a raccroché trop tôt et en fait elle a oublié de dire la chambre ou voilà, et du coup perte de temps. Et encore une fois, le but de la prise en charge, c'est d'aller le plus vite possible pour que le patient ait le moins de séquelles possible. Ok, donc on a parlé de l'urgence relative, de l'urgence vitale, des gestes qui sauvent, de la procédure d'appel. Notre meilleur ami lors des urgences vitales, ça va être qui? Ça va être le chariot d'urgence. Donc le chariot d'urgence, dans les établissements de santé, en tout cas dans le nôtre, il est visible de tous, par tous. Il est vérifié à minima une fois par mois, d'accord, avec le contrôle des périmés, la vérification que tout est fonctionnel. Il est réarmé et revérifié après chaque utilisation. Et il va comporter un défibrillateur. Donc le matin, quand on arrive, on prend son poste. C'est bien de toujours checker, en fait, est-ce que le défibrillateur a les batteries qui sont bien chargées. Voilà. Et on a fait du coup de nombreux ateliers pratiques pour manipuler le chariot d'urgence. Donc si par exemple vous êtes nouveau infirmier dans votre service, n'hésitez pas à être les premiers à aller vérifier, à ouvrir votre chariot d'urgence pour vous familiariser avec, parce que c'est pas que le jour où vous aurez une urgence vitale qu'il faut se dire alors attends, c'est où la sonde d'intubation, c'est où l'adrénaline, c'est où le matériel pour perfuser. Voilà, soyons vraiment au taquet sur la chariot d'urgence et vérifions, soyons très attentifs à la bonne vérification des péremptions, parce que c'est pas quand on a un arrêt cardiaque qu'il faut se dire ah zut, l'adrénaline elle est périmée. Ça passe pas. Ok, donc une vigilance et une attention toute particulière. Nous, le listing, il a été fait vraiment par un groupe de travail avec les médecins réanimateurs, voilà, pour bien définir en fait quel est le contenu du chariot d'urgence. On a un guide d'utilisateur avec toutes les drogues, avec les protocoles de dilution, avec le plateau d'intubation. Enfin, franchement, c'est super bien fait. Donc, l'idée, en fait, moi, le conseil que je donne toujours, c'est consulter avant de faire face à une urgence vitale. Et si vous avez des questions, des doutes, etc., bah, posez-les tout de suite. En fait, n'attendez pas de vous retrouver face à la situation et où déjà, voilà, il faut avoir une capacité de garder son sang-froid.
etc. Donc en fait, plus on est à l'aise et plus ça va être facile. Et encore une fois, toujours c'est pour le patient. On a fait plein de choses dans le service pour maîtriser les urgences vitales. On a fait énormément de Tea Time of Tuesday où du coup on a parlé de la physiopathologie de l'urgence vitale, de qu'est-ce qui se passe en fait vraiment à l'intérieur des cellules, etc. pour vraiment comprendre et être en capacité d'analyser très vite les choses. Chacun est inscrit à la FGSU, donc soit les sessions de recyclage complet, soit les sessions de recyclage de juste une journée. Il y a eu de nombreux exercices de simulation, donc soit en interne dans le service, soit avec nos collaborateurs IDEC de la réanimation, des nombreux e-learning disponibles, voilà, plein de choses parce que en fait l'idée c'est vraiment d'être à jour dans ses connaissances, d'être à jour dans les pratiques parce que les pratiques évoluent, donc c'est très important d'être formé régulièrement et encore une fois plus on pratique et plus lorsque le jour J on fera face à une situation d'arrêt et qu'on sera en capacité de bien prendre en charge notre patient, et bien potentiellement on sauvera une vie. Voilà. Si vous avez des questions, des interrogations, des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas, notez toutes vos petites questions et puis on en reparle en équipe. Moi, j'ai été ravie de vous parler de cette thématique parce que c'est vraiment un sujet que j'adore et qui me passionne, vous le savez. Voilà, on est resté vraiment sur les grands axes, mais peut-être que ce sera l'objet de refaire justement d'autres vidéos sur la physiopathologie de l'urgence vitale et comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps du patient parce que c'est vraiment passionnant. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir écouté. Ciao!